fatalité, une chose est sûre, c'est que l'on n'échappe pas à son destin. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous savoir nombreux à suivre ce nouveau numéro des Destins en main, votre émission socio-politique, présentée par votre humble serviteur que je suis, divin, qui assis soit, qui reçoit aujourd'hui pour vous Monsieur Elohim Finda, chroniqueur international et aussi journaliste indépendant. Ensemble avec lui, nous allons tourner autour de l'actualité politique, sécuritaire, sociale et économique. D'entrée de jeu, bienvenue, M. Elohim Finda. Merci beaucoup et je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de cette émission. Nous revenons en politique ensemble avec vous, M. Finda. Brièvement, comment avez-vous accueilli les discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son passage à la tribune des Nations Unies lors de l'Assemblée générale? Alors, déjà, il faut saluer ces passages. C'est pour la 4e fois que Félix Tshisekedi parle sur cette tribune depuis son élection à la magistrature suprême. Et donc, déjà là, j'épinglerai une nouvelle posture qu'a prise Félix Tshisekedi pour cette 4e fois de s'adresser devant cette Assemblée des Nations Unies. Voilà, l'Assemblée générale. Oui. C'était une nouvelle posture adoptée dans quel sens? C'est-à-dire, il s'est fait un panafricaniste, quelqu'un qui vient parler non seulement de l'unité de l'Afrique, mais également du bien-être du peuple africain. Et il a fait également preuve d'une maîtrise sur la situation internationale. Au début, il a commencé par compatir avec le peuple marocain et libyen, victime des catastrophes naturelles que nous avons tous eu à voir. Il a dit, comme tant d'autres chefs d'État africains aussi, en ont contribué en disant un mot là-dessus. Voilà, comme les autres chefs d'État. Oui. Et voilà, nous allons comprendre que c'est un peu pour Félix Tshisekedi particulier parce qu'il n'a pas que parlé du peuple marocain, non, pas seulement du Maroc ou encore de la Libye. Et il a également parlé du Zimbabwe puisqu'il a demandé la levée des sanctions contre ces pays. Et il est allé plus loin à demander à la communauté, disons, à l'ONU de protéger ses membres, puisque c'est l'une des missions principales de cette organisation. Et voilà, et pour aller au-delà, il a également demandé à la communauté internationale de penser à ce qu'il y ait 2 États africains d'intégrer le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est quelque chose qui est vraiment à étudier parce que depuis l'existence de l'ONU ou encore de ces conseils de sécurité, il y a eu modification des résolutions rien qu'une seule fois. C'était en 1971 parce qu'il fallait remplacer les Taïwan par la Chine. C'est l'unique moment où nous avons pu assister à la modification des résolutions de ces conseils. Voilà, c'est quelque chose qui met en cause beaucoup, je dirais beaucoup, qui a également beaucoup d'enjeux parce qu'il faudra parler de droits de veto que détiennent le 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, puisque Félix Tshisekedi demande qu'il y ait également 2 États africains qui peuvent devenir de membres permanents du Conseil de sécurité, et donc ils vont pouvoir détenir le droit de veto. Et le droit de veto n'est rien d'autre que la traduction du fait que ces États-là, ces 5 membres permanents de ces conseils ont le pouvoir de l'atome, c'est-à-dire ils détiennent tous les armes nucléaires et ils ont été à la fondation depuis le début de cette création de l'organisation des Nations Unies. Voilà, c'est ce qui explique également le fait qu'ils soient les 5 membres permanents de ces conseils. Donc, et la question également qu'on se pose, c'est ce que s'il faudrait parler de l'adhésion de 2 États africains à ces conseils, quel est cet État-là? Il faudra dire non, il peut adhérer ou encore il peut intégrer ces conseils. Et sur quelle base
ok, sur quelle base... Mais les choix des États ont été déjà énoncés. Il y a l'Afrique du Sud et l'Égypte, parce que l'Égypte, ils ont essayé un peu de s'arranger avec le Nigeria, entre les deux qui pouvaient prendre part. Ils ont pris d'une part un des pays africains subsahariens, qui est l'Afrique du Sud, et puis un pays africain des États du Maghreb, l'Égypte. Voilà, déjà là, ça reste déjà encore à débattre, parce que ça, c'est ce qui... Ce sont des propositions. Oui, ce sont des propositions. Espérons que ça sera voté par toute l'Assemblée. Et moi, j'ose croire que peut-être Félix Tshisekedi les disait en pensant également à la République démocratique du Congo, parce que c'est là, ça s'inscrit dans le cadre des initiatives prises sur la scène internationale. Et non seulement on parle de la part des autres États, mais on veut également atteindre ces objectifs, les objectifs de la République démocratique du Congo, qui est également, qui sont également des objectifs politiques, c'est-à-dire faire valoir la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Donc, il s'est fait porte-parole de toute l'Afrique, puisqu'il a également demandé à ce qu'il y ait création d'un marché carbone équitable. Voilà, déjà là, c'est aussi une proposition et il parle au nom de l'Afrique. C'est là de s'inscrire dans les cadres de la lutte contre le changement climatique. Voilà. Et pour parler également d'un point fort, c'est ce que tout le monde était pas totalement surpris, parce qu'on l'a déjà vu à beaucoup d'officiels l'annoncer, c'est-à-dire il s'agit du retrait de la MONUSCO. Félix Tshisekedi a dit qu'il fallait que la RDC devienne l'acteur de son propre destin. Et là, tout le monde, je pense que ça a étonné tout le monde de voir que depuis tous ces temps, la RDC n'a jamais été acteur principal de son propre destin. Ça a surpris tout le monde et on s'est rendu compte que la RDC veut devenir, parce que c'est ce qu'il a dit, la RDC veut devenir acteur principal de son propre destin. Là, il veut juste faire recours à ce qu'a dit France Fanon, que l'Afrique a la forme des revolvers, dans la gâchette et placer la République démocratique du Congo. Voilà. En définitive, c'est bien, le résumer autant. C'est là, mais ça s'inscrit beaucoup plus dans l'objectif des actions visées dans le cadre de la diplomatie, et c'est-à-dire c'est prendre en charge, c'est dire bon, nous sommes également capables de s'organiser nous-mêmes, et dans ces cadres-là de la sécurité, en déclarant le retrait total de la MONUSCO. Et là, beaucoup de questions se posent, parce qu'il y a eu l'Assemblée générale du Conseil de sécurité des Nations Unies. On n'a pas vraiment eu à attendre parler de cette question-là, et nous attendons la prochaine assemblée qui aura lieu au mois de décembre, alors qu'au mois de décembre, ça sera la date prévue pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Donc, ce qui veut dire que parler d'un retrait précipité ou accéléré, ça risque de ne pas être possible, ou dire que la MONUSCO devait quitter le sol congolais d'ici... pas à la fin de l'année, de cette année 2023. C'était prévu en 2024, oui. Mais le chef de l'État a demandé à ce qu'il y ait maintenant, c'est-à-dire un retrait progressif, c'est-à-dire ça doit déjà débuter d'ici le mois de décembre 2023. En définitive, les patrons de la diplomatie congolaise, M. Christophe Lutundula, a si bien aussi indiqué dans diverses apparitions qu'il a eu avec la presse, comme quoi il solliciterait à ce que la MONUSCO puisse prendre part à ces scrutins électoraux pour assurer la sécurité, les suivis, l'accompagnement, comme ça a toujours été le cas. Et peut-être qu'on va devoir envisager par la suite comment il pourra se retirer progressivement. Voilà. Déjà là, ça ne s'inscrit pas dans le cadre du programme du gouvernement congolais. Je pense qu'il y a un changement de discours depuis la fin de cette 78e Assemblée générale, puisque avant cela, on parlait d'un retrait, un retrait total d'ici la fin de l'année. Et là, on pense maintenant à parler d'une collaboration entre la MONUSCO et le gouvernement congolais pour envisager les retraits. Et ce qui veut dire que cette question doit être d'abord débattue au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies avant de passer à l'exécution. Et avant de passer à l'exécution, ça ne doit pas être maintenant non plus au mois de décembre, et on pourra y réfléchir peut-être au mois de 2024. Et
Donc là, je pourrais dire que nous devons assister à une collaboration entre le Conseil de sécurité des Nations Unies pour voir comment faire. Est-ce qu'il faudrait rejoindre l'avis du gouvernement congolais ou encore il faudrait de la part du gouvernement congolais respecter les propositions des Nations Unies. Voilà, c'est un peu, et c'est là. Mais ce qui m'étiquette un peu, c'est que quand on dit toujours, on pense qu'il faut nécessairement qu'il y ait retrait de la MONUSCO, on a l'impression que si nous sommes jusque-là, si rien n'a changé jusque-là, l'organisation que nous devons blâmer, ce n'est que la MONUSCO. Alors que je vous dirais, lors de son investiture, Félix Tshisekedi avait tenu un discours disant que, je cite, « Nous prenons ici l'engagement de favoriser une coopération étroite entre les forces armées de la RDC et la MONUSCO en vue d'éradiquer toutes les forces négatives actives dans notre pays. » Il s'agit d'une coopération étroite. Donc, ce qui veut dire que la MONUSCO ne devait pas être là rien que pour combattre contre ces forces seules. Il faudrait nécessairement qu'il y ait également l'implication de la force armée de la République démocratique du Congo. Alors, actuellement, on s'est dit, si rien n'a marché, donc ce n'est que la MONUSCO et on parle pas de FARDC. Pourquoi il ne faut pas parler de la FARDC? Et en allant très loin, nous arriverons à comprendre que là, il s'agit de l'incapacité de l'armée congolaise de défendre jusque-là l'intégrité territoriale et on préfère blâmer l'autre. Donc l'enfer, c'est les autres. Okay, l'enfer, c'est les autres, ce n'est pas nous, mais c'est les autres. Quand ça marche, c'est nous. Quand ça ne marche pas, c'est la MONUSCO. Alors que là, le FARDC devait aussi combattre. Et on se demande si aujourd'hui la MONUSCO devait quitter le sol congolais, est-ce que le FARDC serait capable de combattre seul contre les forces négatives qui sèment la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo? Jusqu'ici, c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a un opposant d'État à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Martin Fayulu, qui l'a si haut déclaré via son point de presse qu'il a adressé à la nation congolaise, comme quoi il soutient la démarche sur le retrait de la MONUSCO. Mais il sollicite encore une fois aux Nations Unies de bien devoir déployer une nouvelle équipe sur terrain pour accompagner les capacités à renforcer notre FARDC à résister contre cette atrocité qui nous a gangréné depuis plus d'une décennie. Le problème qui est là, c'est quoi? Tout ça, nous revenons à ce qu'a déclaré les Nations Unies datant avant qu'il y ait cette 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, comme quoi elles ne quitteront jamais le sol congolais tant que nous n'avons pas eu cette espèce de responsabilité dans sa globalité pour assurer l'effectivité de nos territoires nationaux. C'est ça le grand problème. Donc, disons que le chef de l'État, ce qu'il a fait, c'est juste une déclaration pour faire plaisir à la population congolaise, mais ça ne joue aucun rôle sur la scène internationale. Jusqu'ici, s'il faudrait le comprendre ainsi. Quelle serait votre réaction à ce sujet? Moi, je pense que parler d'une nouvelle force d'intervention qui proviendra des Nations Unies, c'est peut-être une solution, mais je pense que ça ne serait pas une option qu'il faudrait adopter parce que nous avons déjà eu à voir ce qui s'est passé avec la MONUSCO. Mais il faudrait comprendre aussi la mission même de la MONUSCO. La MONUSCO n'a pas vocation à combattre, il a vocation d'accompagner et de faire ce qu'on appelle l'interposition. Donc il vient, il met son savoir-faire en premier plan et votre armée seule vient combattre. Donc ils sont là, ils jouent le rôle des maîtres et nous exécutons. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Parce que tout ça embrille des plus forts degrés la nation congolaise. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde devient émotionnel. C'est ça aussi le grand problème. Donc s'il faudrait vraiment que vous puissiez nous préciser en votre qualité de chroniqueur international, ça arrangerait et puis ça dégagerait un peu des zones d'ombre dans l'ensemble de la population congolaise. Justement, la MONUSCO, pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, la MONUSCO travaille dans ce sens-là en collaboration avec l'armée. Voilà pourquoi j'ai dit pourquoi il faudrait toujours blâmer la MONUSCO.
Et allant dans ce sens-là, donc je dirais que s'il faudrait parler d'une nouvelle force qui proviendra au sein de l'ONU, alors il faudra réfléchir sur de nouvelles bases différemment de ce qui était prévu avec la MONUSCO. Mais c'est là, ça risque de ne pas être déjà possible actuellement, puisque nous avons besoin d'une paix. Aujourd'hui, c'est là les débats devraient être également renvoyés au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et qui va apporter cette question à ces assises? Ça ne doit être qu'un officiel congolais, et Martin Fayulu n'est pas déjà officiel, il n'est ni membre du gouvernement. Déjà, ça doit être c'est un opposant d'État, au régime actuel. Il a droit à mettre ses avis pour qu'il y ait aussi changement au niveau de l'appareil qui gère la nation congolaise. Ce n'est pas seulement Martin Fayulu, il y a aussi Mouzito qui promet une fois qu'il serait élu à la tête de la magistrature suprême, il va devoir dresser un mur entre la RDC et le Rwanda. Vous ne voyez pas que tous les regards sont tournés vers la situation qui gagne l'est de notre pays? Bien sûr, c'est une question qui doit être débattue au Conseil de sécurité, et ceux qui assistent, ceux qui sont membres, ceux qui représentent des États, ça doit être débattu en Conseil de sécurité de façon partielle, parce qu'en totalité, c'est chez nous, parce que c'est notre situation. Quand vous vous rappelez de cette session ordinaire organisée à l'Assemblée générale, les débats beaucoup plus tournés sur la situation en Ukraine, donc la situation de la République du Congo. Si la communauté internationale a essayé de l'effleurer, c'est juste le gouvernement français par la voix de sa ministre des Affaires étrangères qui essaie un peu de dire que nous allons aussi tourner notre regard vers la République du Congo pour tout ce qu'il est en train de vivre actuellement, et quand même que c'est la date d'une décennie, la situation de l'Est, voire même d'autres secteurs de la vie qui concernent la coopération bilatérale qu'il y a entre la RDC et la France. Tout ce que je sais de dire, c'est que cette proposition de Martin Fayulu devait être rapportée par les officiels congolais, c'est-à-dire Martin Fayulu a une proposition, mais déjà là, il est opposant à Félix Tshisekedi. Pensez-vous que Félix Tshisekedi serait, à mesure où encore penserait, à adopter cette proposition, la porter au niveau de l'Assemblée? Il s'oppose à la gestion et non à Félix Tshisekedi. Il s'oppose au régime, bien sûr, la manière dont ils animent leur fonctionnement. Voilà, et à ce que je sache, une fois qu'il sera à la tête de la magistrature, il pourra, selon ses dires, réparer, corriger tout ce qui est en train d'être vu actuellement. Donc disons que c'est un projet à long terme, donc c'est quelque chose qui ne sera pas réalisé. Et non à moyen terme, pourquoi pas à moyen terme? Parce qu'il n'est pas encore élu, il n'est pas encore élu au niveau de la magistrature suprême, et déjà là on ne sait pas comment est-ce que sera le résultat des élections. C'est simplement une proposition. C'est là, je parlerai également de cas évoqués de Mouzito qui parle de la construction d'un mur. Voilà, c'est aussi une proposition, et là, cela ne se fait pas que donc si la RDC pense à construire un mur entre elle et le Rwanda, elle ne doit pas dire bon, nous allons maintenant commencer à construire. C'est-à-dire il faudrait qu'il y ait une collaboration également avec la communauté internationale, parce que là il s'agit de l'exercice de la politique extérieure, c'est-à-dire on est en train de parler de notre voisin. Voilà, là nous sommes sur la scène internationale. Donc parlons de la construction d'un mur pour réagir. Je crois que là ça risque de ne pas être vraiment possible. Pourquoi la RDC a 9 pays voisins? Nous pensons construire un mur entre la RDC avec le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui nous attaque. Imaginez si demain c'est l'Ouganda, si demain c'est les autres pays voisins de la RDC. Donc on risque de construire les murs tout autour de la République démocratique du Congo. De façon anticipée. Ouais. On risque de construire le mur partout, mais ce n'est pas une solution. Si c'est pour sauvegarder les acquis et de notre État, dans la République du Congo, rien n'est empêché. Nous l'avons vécu en France avec la Révolution française. Oui, mais sauf que la construction d'un mur, c'est imaginer le kilomètre que la RDC a avec ses frontières, ses pays voisins. Il faudrait penser à construire également le mur. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que dans la gestion de la politique extérieure, il s'agit simplement de se rendre fort. Il ne s'agit pas de dire non, nous allons construire un mur, parce que ce n'est pas
pas une solution, c'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Et imaginez, on construit un mur aujourd'hui et ils arrivent à escalader les murs. Il ne faut pas ignorer qu'en relation internationale, on dit que le fait que nous sommes des États du tiers-monde, nous avons vocation à subir et non à agir. De quelle force que vous évoquez ici? Non, je pense que là, pas nécessairement, on doit subir ou on doit agir. Mais la guerre de l'Est, c'est vraiment une forme que nous sommes en train ici, parce qu'il y a plus d'une décennie que la situation jusqu'ici, il n'y a pas toujours des solutions auxquelles on peut vite voir et sortir de cette crise jusqu'ici. C'est parce qu'il y a jusque-là, je dirais, pas totalement une bonne gestion de la politique extérieure. Parce que cela englobe les trois principaux piliers dont on parle d'un bon service de renseignement, d'une bonne diplomatie, mais également d'une bonne armée. Alors la question... Et ajouter aussi à côté aussi l'économie, parce que ce n'est plus un triangle, mais un carré. Voilà, maintenant je pense que l'économie s'inscrit dans les objectifs qu'atteignent ces trois piliers. Parce que quand on organise toutes ces choses, c'est pour atteindre des objectifs qui sont politiques, économiques, mais également identitaires, qui renvoient à la culture. À la culture. Voilà. Vous comprendrez que si nous prenons le cas de la République démocratique du Congo, en parlant déjà des services de renseignement, nous serons un peu dubitatifs de dire qu'il y a un bon service de renseignement au sein de notre pays. Donc, je crois que la RDC est l'unique pays, c'est l'unique pays où vous trouverez un agent de service de renseignement c'est taper la poitrine, dire que je suis du service de renseignement, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça n'existe pas. Ils sont toujours en clandestinité. Voilà. Qui sont ces personnes? Jamais connaître. Et normalement. Et qui sont ces personnes recrutées dans ces services? C'est parce qu'ils ne sont pas formés. Oui, ils ne sont pas formés. Est-ce qu'on prenne quand même le temps de regarder leur CV? C'est-à-dire placer la personne. Voilà, c'est ce que vous venez de dire. Et aujourd'hui, on assiste à la nomination de ces mandataires-là par rapport à la ressemblance d'une idéologie politique. Et là, ça ne renforce pas la diplomatie, puisque pour avoir une bonne diplomatie, il faudrait avoir un bon service de renseignement. Le bon service de renseignement fera en sorte que nous ayons une exécution sur terrain d'une bonne armée. Vous avez appris ce qui s'est passé avec la répression sanglante à Goma, c'est-à-dire le républicain sont parvenus à tirer sur des civils, c'est-à-dire il s'agit là d'un manque d'information, un travail que doit organiser les services de renseignement. Le service de renseignement a même fait son travail. La justice a fait son travail, mais il a condamné, la faute est consommée, l'erreur est quand même consommée pour éviter avec ces genres de choses. Humaines, les gens sont partis. Ils sont partis. Et le service de renseignement sont là pour anticiper les menaces. Je pense que si on avait un bon service de renseignement qui pouvait anticiper les menaces, on aurait déjà su depuis longtemps que le Rwanda complotait avec le M23 pour attaquer la RDC. Et voilà le résultat dont nous pouvons avoir aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement de construire un mur, mais de penser comment renforcer notre armée, de penser comment renforcer notre service de renseignement. Si nous essayons de parler de l'armée, mais est-ce que l'armée est motivée? Voilà, c'est une question que nous ne voulons pas vraiment parler. L'armée est motivée pour combattre contre l'ennemi, avec quelle stratégie, avec quels armements également, ok? Parce que vous n'allez pas combattre contre l'État congolais, c'est doté des logistiques et de haut débit, de haute définition auxquelles ils ont aujourd'hui. Nous avons recruté pas mal de nouveaux au sein de l'armée. Tout ça, raison pour laquelle le chef de l'État l'a si bien rappelé lors de son passage à l'Assemblée générale que la RDC est venue à terme pour maintenant prendre à main son propre destin. Terminons déjà, ce discours. Pour un petit commentaire, il faut rappeler que la guerre n'est pas nécessairement une solution. La guerre n'est pas nécessairement une solution à mettre fin à cette guerre, sinon nous risquerons de combattre tous les 9 pays voisins contre tous les 9 pays voisins. Et déjà, il faut rappeler, nous sommes jusque-là, ok, le Rwanda n'a jamais déclaré la guerre à la RDC. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, la RDC pareil. Et la RDC ne devait pas se dire, bon, puisque nous sommes agressés, alors déclarons une guerre contre le Rwanda
actuellement, sinon on risque de subir des sanctions à venir. Et je ne dirais pas, il s'agit là d'une menace du gouvernement congolais contre le gouvernement à l'égard du gouvernement. Là, maintenant, vous passez la main à la diplomatie avec ces grands piliers. Vous avez les accords, les négociations. Les négociations, ce qui veut dire que la guerre n'est pas seulement l'unique voie, mais parfois il faut parler également, mettre les choses sur la table et discuter. Rappelez-vous, des personnes qui avaient perdu la guerre lors de la Première Guerre mondiale, ce sont les mêmes États qui ont créé la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui veut dire qu'on peut perdre aujourd'hui, mais c'est réveillé plus tard. Okay? Ça, c'est ce que vous devriez comprendre. Et donc, la paix, c'est gagne, bien sûr, mais pas seulement à travers la guerre. Il faudra également passer par la diplomatie. Merci, monsieur Elohim Finda. Je rappelle que Destin en main de ce jour reçoit pour vous Elohim Finda, chroniqueur international et aussi journaliste indépendant. Le destin se moque aussi des hommes. Terminons cette thématique avec cette question. Sur le discours du chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations Unies. Quel avenir de la République du Congo au sein de l'Organisation des Nations Unies après le retrait de la MONUSCO? Voilà, là ce sont deux questions que je me pose également après le retrait. Et pour rentrer un peu, je dirais, si on parle de retrait de la MONUSCO, concrètement, qu'est-ce qui est déjà fait pour pallier au vide de la MONUSCO? Voilà. Concrètement, qu'est-ce qui est déjà fait? Notre relation avec les Nations Unies. Oui. Qu'est-ce qui est déjà fait sur terrain? Voilà, c'est ce que je parle en termes de terrain. Qu'est-ce qui est déjà fait? L'avenir, je crois que l'avenir de la République démocratique du Congo au sein de cette organisation est prometteuse jusque-là, est prometteuse parce que la RDC ne fait que parler de sa propre cause et de son bien. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de problème entre la relation d'un État membre de cette organisation avec ses bureaux de l'organisation, puisque la RDC est actuellement joue un rôle important dans ce qui concerne la gestion de la politique qui englobe le changement climatique sur la scène internationale avec la forêt équatoriale qu'elle détient. Vous avez suivi, déjà là on aura à avoir un tout premier sommet sur la conservation et préservation de forêts tropicales qui prendra par également le Brésil. Voilà, là, il y a de l'avenir, mais ça reste un peu difficile à prédire actuellement par rapport aux faits dont nous sommes en train de voir. Mais il ne s'agit pas simplement d'être là en train de condamner, mais penser également à des actions, okay? À penser également à des actions, c'est faire devenir un membre acteur et non un membre spectateur ou encore observateur. La RDC veut se prendre aujourd'hui en charge, veut devenir acteur principal de sa stabilité, mais est-ce qu'elle en est capable? Je pense que le gouvernement congolais a pris le temps de se poser ces genres de questions, voilà, pour mettre fin à cette guerre qui date déjà, et la présence de la MONUSCO. Je parie que Félix Tshisekedi, en disant cela encore, le gouvernement congolais s'est fié au déploiement de la force régionale de la SADC, mais est-ce que cette force n'aura pas peut-être la même mission, c'est-à-dire de ne pas attaquer, okay, mais de défendre uniquement? Ça, c'est ce que nous essayons de voir jusque-là. Revenons un tout petit peu en sécurité. Doit-on jeter tout le temps les dévolus de notre échec aux générations passées? Non, je crois que non. Je crois également oui. Okay? Oui, pourquoi et non pourquoi? Ouais. Vas-y. Oui, parce que ils étaient ceux qui avaient géré avant étaient là. Là, vous êtes dans le non ou dans le oui? Je suis dans le oui. Oui, vas-y. Voilà. Ceux qui avaient été là avant, ils étaient là, ils avaient toutes les possibilités possibles de penser à la stabilité de l'État, okay, pour ne pas diminuer ces cadres de la souveraineté que détient les pays. Donc ils pouvaient organiser des choses seulement au profit de l'État, mais ils n'ont pas pu. Alors non, parce que ceux qui sont venus, ce n'est plus le temps à tout moment
de blâmer ceux qui sont passés, mais de penser comment changer les choses. Sinon, si on s'est dit, bon, ils étaient là, c'est eux qui ont fait que les choses soient comme ça, alors on va rester comme ça. Et pourquoi ils sont là? Ils sont là, ok, parce que ils ont mal géré, donc ils sont là pour changer les choses. Donc ce n'est plus le temps de toujours blâmer ceux qui sont passés, jeter les dévolus seulement aux personnes qui sont passées, mais on a également la responsabilité ou encore la mission de changer les choses. Parce que si je vous posais cette question, c'est à l'issue de la situation sécuritaire de notre pays. Monsieur Justin Bitakwira est apparu en faisant une déclaration comme quoi que la République démocratique du Congo a une armée qui ne lui ressemble pas. Et la question que je me pose, et d'abord avant de poser cette question, qu'est-ce qu'il dit en définitive? Que c'est à cause de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. A-t-il d'abord raison à cette question? Alors déjà là, je ne sais pas dans quel domaine il a dit... Il est dans le domaine sécuritaire. Quand il aborde la question liée à l'armée, il fait allusion à la défense. Oui, il fait allusion à la défense, mais je dirais plutôt dans quel sens il a dit cela. Est-ce qu'en termes de nombre de militaires ou encore en termes de stratégies appliquées sur terrain? Ça, je parie que je pense qu'il parlait en termes de la défense. Sans, en tout cas, je ne sais pas vraiment son idée, mais tout ce qu'il faudrait dire... S'il faudrait, c'est un peu d'ouvrir la brèche pour vous aider à bien comprendre la question. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il est taxe à Joseph Kabila? Pourquoi? Parce que Joseph Kabila a mixé dans notre armée ce que vous avez évoqué ici au préalable, des infiltrations et d'autres nationalités venir occuper des postes régaliens dans notre service de sécurité, chose qui pose problème jusqu'ici, même pour éradiquer la situation qui nous gangrène à l'est de notre pays jusqu'ici. Voilà, je crois que quand il dit cela, en quelle manière, puisque la RDC est comment? Voilà, ça c'est la question. Comment lui trouve la RDC? Mal positionné pour terminer cette guerre. La RDC est mal positionnée. Parce que notre armée est infiltrée. Et puis il dit que l'armée ne ressemble pas à la RDC. Voilà pourquoi j'ai dit comment il lui trouve la RDC. Si la RDC est mal positionnée, donc l'armée également devait être mal positionnée. Non, notre armée est faible. Notre armée est faible. Très faible. Voilà, donc la RDC est aussi faible. Le fait d'être 8e en termes de classement des armées. Voilà, c'est ce que je dis. C'est dans ce sens-là. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il réfléchit en disant que la RDC également est faible? Alors, est-ce qu'on devait seulement voir la faiblesse de la RDC puisqu'il n'y a pas, l'armée ne défend pas comme il faut. Donc vous vous y opposez à sa sortie médiatique. Nous osons croire maintenant. Quelle alternative pour cette question même? Comment voyez-vous un conseil que tu peux adresser au service de sécurité parce qu'ils nous suivent? Comment pourrions-nous pallier à cette situation pour que nous ayons maintenant une armée qui nous ressemble? Parce qu'il nous met devant un fait accompli auquel nous devons réfléchir. Et les champs nous est accordé d'y réfléchir. Quelle réflexion que tu peux mettre à la disposition de la nation congolaise via les services des TITEL du ministère de la Défense et de la Sécurité? Voilà, il n'y a pas une meilleure solution que celle de penser au renforcement des services de sécurité ou encore des services de renseignement. Et puisque il y a les services de renseignement à part qui s'occupent de la politique du pays, également le service de renseignement au sein de l'armée. Et je pense que la solution englobe les 3 piliers comme je venais de le dire, puisque cette guerre-là, il s'agit de la gestion d'une politique à l'extérieur du pays. La RDC est menacée par un autre État par le biais du M23, ce qui veut dire qu'il faudrait englober les 3 piliers qui serait le principale solution pour pallier à ces problèmes. Là, je reviendrai sur mes propos du début, disons qu'il faudrait renforcer l'armée, et penser également à la bonne politique ou encore à la bonne diplomatie. Et puisque on surtout ne pas aussi écarter aussi l'identification. Il faut aussi identifier aussi les membres prenant part à cette armée en question, parce que plus ils ne sont pas identifiés, il y aura toujours des infiltrations qui vont pérenniser jusqu'à ce que, à votre avis, vous êtes entouré de Congolais, alors que ce ne sont pas exactement tous Congolais. J'aimerais que nous puissions évoluer quant à cette question. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin
de notre entrevue, mais je n'aimerais jamais que nous puissions terminer cette émission sans pour autant aborder la question réservée aux élections. Les élections à venir. Comment d'abord avez-vous accueilli cet engouement des dépôts de candidatures à la présidentielle? Cela prouve seulement que la machine avait déjà été lancée seulement au moment où la Commission électorale nationale indépendante avait publié le calendrier électoral. C'était au moment où la machine avait déjà été lancée. Il y a eu certes des surprises, c'est-à-dire de personnes qu'on ne pensait pas retrouver là. On a pu voir, voilà. Mais sinon, on espérait, on pensait le voir tous à ces niveaux. Et une surprise, je parlerai notamment de la présence, disons, de la décision du prix Nobel de la paix de 2018, de penser entrer dans la course, et également de Moïse Katumbi Chapwe. Donc la réception de sa candidature n'était pas beaucoup espérée, voilà, mais actuellement là, et cette candidature a été acceptée. La candidature a été réceptionnée par la CENI. Donc c'est une surprise parce que beaucoup déjà parlaient de l'invalidation de sa candidature. Mais on l'a vécu ça au début parce qu'il devait déposer mardi 3 octobre, mais il a déposé mercredi 3 octobre. Donc il y a une équipe qui a été dépêchée à Lubumbashi pour retrouver le document originaux. Le certificat de naissance qui posait problème dans l'ensemble des dossiers qui devaient présenter à la CENI. Le problème a été résolu. Attendons voir seulement ce qu'il va se passer et voyons voir comment est-ce que sera leur plan de sortie de cette crise que fait face la République démocratique du Congo, même si et tous parlent de mettre fin à cette guerre de l'Est. Et ça reste à savoir avec quelle stratégie ils pensent mettre à place, parce que concrètement, ils n'ont encore rien dit, c'est ce qu'il faut les souligner. Jusqu'ici. Voilà. Et Félix Tshisekedi, lui, a préféré parler de mettre fin de cette guerre dans le cadre de cette pré-campagne à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et là, c'est quelque chose qu'il n'a pas voulu vraiment imprimer puisqu'il est en séjour au niveau de Lubumbashi. Oui, il a voulu beaucoup plus s'accentuer sur la gratuité de l'enseignement à l'école primaire, disant que si le peuple lui faisait lui renouveler encore sa confiance, il va aller au-delà, c'est-à-dire apporter cette gratuité au niveau de l'école secondaire. Et le reste des candidats, notamment Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Martin Fayulu, Matata, Rex Kazadi, il y a aussi une dame, Madame Myriam. Alors que les yeux sont tourner du côté de l'Est du pays, mais la question se pose avec quelle stratégie ils pensent mettre en place. Déjà là, Constant Mutamba parle de l'arrestation de Paul Kagame et de l'annexion du Rwanda comme 27e voilà, la question se pose, Constant Mutamba arrêtera Paul Kagame dans quel sens? Il a ses armes à lui, il ne faut pas être mage. Oui, mais attendons voir la réalité. Nous, en tant que des mais la réalité déjà nous dit que c'est quelque chose qui ne serait pas possible. Arrêter Paul Kagame dans quel sens? Ça ne s'est jamais vécu. Un président d'un autre État arrêter le président d'un autre État, ça serait dans quel sens? Il ne va pas l'arrêter directement comme ça, indirectement par voie de négociation. Voilà, Félix Tshisekedi en a parlé à l'Assemblée générale, comme quoi des sanctions pourraient venir ça et là. Le cas du remerciement aux États-Unis d'Amérique, lorsqu'il a sanctionné les Rwandais par rapport aux échanges d'armes, et qu'il a arrêté de ne plus fournir au Rwanda les armes. Et la France venait d'emboîter les pas aussi, de déclarer encore une fois de plus que le Rwanda devait faire le nécessaire pour faire appel à ces hommes de se retirer du territoire congolais. C'est ce qui veut dire que la question devait être apportée au niveau des instances internationales. Ça ne serait pas lui, déjà ça il faut les signaler, ça ne serait pas Constant Mutamba. S'il parle plutôt d'apporter cette question. Le fait d'arrêter, il va jouer sur la diplomatie. Il va jouer sur la diplomatie pour arrêter Paul Kagame. Une forme aussi de l'arrêter, c'est de les pousser à déposer le pouvoir. Voilà, mais c'est différent de défense, je comprends. Vous défendez Constant Mutamba dans ce sens.
Et moi, je crois je crois que même par la diplomatie, on n'avez pas une adversité ici. Même par la diplomatie, on parlerait pas d'une arrestation. On ne parlerait pas d'une arrestation. Et s'il fait peut-être allusion à la négociation, alors je pense qu'il aurait dit clairement qu'il parle de la négociation, mais plutôt d'une arrestation. C'est peut-être le maître mot qu'il a choisi pour battre sa campagne. Parlons un tout petit peu de l'instabilité que nous sommes en train de vivre actuellement au sein de l'Union sacrée. Vous avez d'une part Bemba, lors de la cérémonie du 25e anniversaire de son parti MLC, voilà, qui a annoncé son soutien à Félix Tshisekedi. Il annonce son soutien à Félix Tshisekedi. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il décide de ne pas présenter sa candidature en faveur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'est-ce pas n'est-ce pas opportune pour l'avenir de notre pays, la République du Congo, quand bien même qui n'est pas le seul, au sein de l'Union sacrée, plusieurs partis politiques ont aligné des mini, voire même des congrès, pour désigner, si pas soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi. Alors, je dirais plutôt, n'est-ce pas là, l'avenir, un bel avenir pour la politique de Félix Tshisekedi, voilà. Il l'a prouvé. Ça, c'est ce que je préfère plutôt dire pour ne pas parler de l'avenir de l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée, même si ils sont dans leur tout premier congrès, mais ça n'existait pas aujourd'hui, ou encore ça n'a pas commencé à exister le jour de leur congrès, ça existait déjà. L'Union sacrée, c'est un bateau que Félix Tshisekedi en voulait embarquer tout le monde pour simplement son soutien, mais là, l'avenir nous dira encore un peu plus, parce que même le Bemba, Christophe Mbosso Kodia, et les autres ne sont pas là rien que pour dire non, nous allons soutenir Félix Tshisekedi à vie. Non, ils ne sont pas là rien que pour ça. Ils sont là également pour leur cause, c'est-à-dire ils pensent à leur avenir politique. Pas d'action, pas d'intérêt. Ouais, pas d'action, pas d'intérêt. Nous le faisons parce que il est actuellement là. Et s'il n'aurait pas été là, alors on ne parlerait pas de ça. Et j'ose croire que cela s'inscrit même dans la même stratégie, ou encore dans la même activité qu'envisage avoir plus tard si il serait peut-être élu. Martin Fayulu, s'est fié au fait que même si il est allé aux élections présidentielles sans des députés, il croit qu'il aura une majorité parlementaire. J'ose croire que même si ça reste quelque chose de possible, parce que Félix Tshisekedi nous a prouvé que cela était possible. Vu que nous avons un régime présidentiel. Voilà, je crois que c'est ce qu'envisage également Martin Fayulu. Mais vous maintenant ici, en tant que chroniqueur international, comment voyez-vous la démarche de Martin Fayulu en ce qui concerne sa sollicitation, toujours jusqu'ici, auprès de la CENI, et d'un enregistrement plutôt tardif de ses candidatures et des membres de l'ECD, voire même de la MOCA? Déjà là, ce ne serait pas trop légitime ou encore légal en retard d'accepter le dépôt de candidature de députés aux législatives prochaines. Ça serait contre ce qui est prévu par la loi, ça serait contre les résolutions évoquées ou encore les résolutions émises au niveau de la centrale électorale, voire même de la Cour, de la Cour qui est censée déclarer. Nous allons terminer, M. Elohim Finda. Quel avenir, si pas quel destin pour la République du Congo après les élections? Voilà, on voit, étant optimiste congolais également, on ne peut que voir le destin d'un Congo meilleur si nous aurions... Il n'y aura pas de surprises néfastes. Des surprises néfastes, en tout cas ça reste à savoir, mais sinon je n'aimerais pas prédire la chose avant qu'elle soit là, puisque rien ne laisse voir. Jusque là tout va bien, la Commission électorale nationale indépendante organise très bien ces choses. Récemment, ils ont lancé la toute première cascade de formation de membres de bureaux de vote ou encore de déploiement. Donc, c'est déjà là, jusque-là, une bonne chose, même si
Martin Fayet le conteste encore la présence des animateurs, ou encore il cherche qu'il y ait un audit encore du fichier électoral, mais on peut qu'espérer à un avenir meilleur d'un Congo pour un président qui sera élu, qui pensera à mettre en place des bonnes stratégies adéquates, ou encore idoines qui correspondent avec le problème, parce que au plus souvent, on a deux personnes qui accèdent à la magistrature suprême, prennent des stratégies ou encore des solutions qui ne correspondent pas au problème. C'est comme donner de la reine à quelqu'un qui souffre de la malaria, alors qu'il faudrait lui donner un médicament de malaria. Un médicament pour se rétablir et se sentir en bonne santé. C'est ça. Merci d'avoir été les nôtres, cher Elohim Finda. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Je vous ai remercié. Madame, Monsieur, merci pour votre attention soutenue. Nous avons reçu pour vous ce soir Monsieur Elohim Finda, chroniqueur international et aussi journaliste indépendant. J'espère que chacun de nous a pris bonne note sur l'évolution tant nationale et internationale qu'oppose la République démocratique du Congo. Et mesdames et messieurs, quant à moi, je vous retrouve dans un délai très proche. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a un destin à prendre en main. Au revoir.